Dieu, patrie, famille, liberté, liberté. C'est parti, bonsoir, bem-aventurados, les bienheureux. Hermès Magnus, ce soir, ça va, Hermès Magnus, tout bien? Ça va très bien. Ça va, monsieur, présentement, comme on dit au Québec, il est au Québec, notre ami. Territoire qui a cet accent comme ça, présentement. Et aujourd'hui, on va parler d'une histoire. Hein. Imaginez si votre journée devenait un film d'espionnage d'Hollywood avec de la corruption milliardaire, un président qui tombe. C'est cette discussion épique qu'on va avoir avec Hermès Magnus aujourd'hui. C'est un businessman qui a allumé l'opération de corruption la plus grande de l'histoire du Brésil. C'est énorme, hein. Attention, mettez votre ceinture, ça va être terrible. Moi, je suis un écrivain, j'ai un buffet traiteur aussi ici au Brésil et j'aime détonner, exploser le narratif globaliste. Donc, on va discuter de cette narratif globaliste. C'est dans différents pays, hein, ce narratif globaliste. Et Hermès, lui, il a exposé au monde ce scandale qui ensuite est devenu l'opération Lava Jato, Car Wash, que le monde a pu connaître. Et il habite maintenant au Canada depuis des années. Cela fait combien de temps que tu habites au Canada maintenant, Hermès? 10 à 11 ans déjà. Ok. Moi, je suis arrivé au Brésil en 2011. Mais pour commencer sur la première question, on va parler du Canada de façon un petit peu amusante avec cette première question. On a senti une odeur de corruption et de l'argent chinois qui était versé dans les comptes de Trudeau. Hein. Aussi de l'argent lié à la drogue. Hein. La triade aussi qui investit dans le secteur immobilier au Canada. Mais aussi de l'argent chinois qui a acheté les élections avec 11 candidats dans les poches. Alors avec tout ça, ne penses-tu pas qu'il est temps d'avoir un lava-jato au québécois ou un Canadian Car Wash? Regarde, le Québec a une opération lava-jato permanente. C'est une institution appelée Opération Charbonneau. Et cette opération Charbonneau est très intéressante car elle enquête sur les corrompus du Québec depuis des décennies, plus d'une décennie, et elle n'a jamais réussi à arrêter personne. Mais institutionnellement, elle est là. Quand je suis arrivé au Québec, des gens m'ont invité à des interviews. Radio-Canada est venu m'interviewer, ainsi que le Journal de Montréal. Une fille, elle est se marier à un Brésilien, en fait une journaliste, Sarah. Sarah est venue m'interviewer. Alors nous sommes allés dans un café, nous avons discuté et tout, mais elle était inquiète. Et elle m'a posé la première question. Pourquoi le Québec? Que faites-vous ici? Je parle, et elle. Non, laisse-moi t'expliquer. J'ai fait un reportage qui a eu beaucoup de répercussions au Québec. Et elle m'a expliqué l'opération Charbonneau et m'a expliqué les personnes impliquées. Et là, elle m'envoie, me donne le lien, j'ouvre le lien. Il y a eu un scandale au Brésil dans l'affaire Lava Jato, qui était le scandale de la Ruivinha. Qu'était la Ruivinha? La Ruivinha était une raffinerie complètement rouillée à Pasadena, au Texas. Mais cette raffinerie appartenait indirectement au Québec à un entrepreneur québécois qui est globaliste. Les gens parlent beaucoup de George Soros, mais ils ne parlent pas des autres pièces de l'échiquier, des autres philanthropes. Celui-ci aussi est philanthrope. Il est le propriétaire d'une mégacorp au Canada. Il a les mêmes habitudes que George Soros. Il met son nez dans beaucoup de choses comme George Soros. Et il était le propriétaire de Pasadena et l'a vendu à Petrobras, à Dilma, via un prête-nom belge appelé Astra Oil. Et alors, plus tard, ça vaudra le coup. Je vais t'envoyer le lien de l'article de Sarah.
qui parle d'un scandale au Québec venant du Brésil qui a des répercussions ici au Québec. C'est à peu près le titre de l'article et c'est très intéressant, mais ils n'ont jamais attrapé personne ici. Encore une fois, cette tradition de la corruption qui touche le Canada, ça dure depuis longtemps. Par exemple, il y a eu une plateforme très célèbre au Brésil, je pense que c'est la P36, qui a coulé au large de la côte de l'Espírito Santo, à une époque où les chantiers navals, un chantier naval célèbre ici au Québec, je ne peux pas vraiment donner de nom, on ne sait jamais ce que demain nous réserve, on ne sait jamais quelle est la taille de l'ours qui va frapper à la porte. Oui, il y a un chantier naval célèbre ici au Québec. Il était mal en point, le Québec allait mal, l'industrie du Québec allait mal, l'industrie de la construction navale allait mal. Quelqu'un a passé un coup de fil à un président globaliste qui était le président du Brésil à l'époque, qui commence par F, finit par C et a un H au milieu et a demandé un service. Et les gars ont envoyé la P36, elle est venue remorquer. Elle est restée stationnée au Québec pendant, je pense, plus d'un an, 1 ou 2 ans, je ne sais pas. Ils l'ont pratiquement entièrement rénovée. Elle bloquait la moitié du Québec. Parce que le Québec est l'étroit passage du fleuve Saint-Laurent. C'est le nom Québec parce que dans la langue autochtone, cela signifie rétrécissement. Et cela est resté là dans ce chantier naval et a rapporté beaucoup d'argent, une fortune. Ensuite, il a été ramené au Brésil et n'a jamais fonctionné au point qu'il a fini par exploser et ensuite couler, n'est-ce pas? Mais cela a été fait au Québec. Ainsi, cette tradition d'échange globaliste du Canada avec le reste du monde est très célèbre. Cela remonte à longtemps. L'exploitation minière, donc l'exploitation minière, et je vois cela comme une sorte d'effet viking. Le Suédois, il fait de la corruption à l'étranger, mais cela ne rejaillit jamais chez lui. Le Viking était ainsi. Il commettait ses barbaries à l'extérieur, jamais en Suède, jamais au Danemark, jamais dans les pays scandinaves, n'est-ce pas? Donc, cette affaire de corruption à l'étranger, la corruption du Brésil, est une mine d'or pour le monde. Ce n'est pas seulement pour les Chinois. Les gens pensent que c'est pour les Chinois. House, Alstom, Lehman, toutes ces entreprises ont beaucoup profité de la corruption brésilienne. Et les banques américaines aussi, n'est-ce pas? Les conglomérats canadiens ont également profité de la corruption, alors touché à ces affaires à l'étranger. Un beau jour, j'ai été confronté à un communiste, un écrivain communiste au Portugal. Il a dit « Votre problème, c'est l'internationale socialiste. » Et l'internationale socialiste aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? C'est comment dire, c'est la colonne vertébrale du globalisme. Ils ont un réseau gigantesque. Votre problème, c'est ça. Votre problème n'est plus le Brésil, votre problème n'est plus Alberto Youssef, votre problème, c'est l'internationale socialiste parce que personne ne comprendra que vous avez fait cela soit par patriotisme, soit par caractère, ou ça n'intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est que vous avez été le déclencheur de quelque chose qui a renversé une présidente et qui ensuite a mis un président en prison et a été une hécatombe. Et ensuite est apparu sur France 24 un infographique disant que j'étais l'Edward Snowden du scandale Petrobras. Ah, en Europe, je suis devenu une vedette. Les gars qui m'ont envoyé ça, n'est-ce pas? J'ai dit non, 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 non. Je ne veux pas de comparaison. Edward Snowden a trahi son pays pour dénoncer. Je n'ai trahi personne. J'ai simplement dénoncé. Alors, les gens ont ça, mais ensuite, je suis allé contester, n'est-ce pas? J'ai envoyé un message et tout, ils ont ignoré et tout, mais j'ai dit, désolé, je ne veux pas. Non, mais ici, c'est important. On présente ça comme si c'était une bonne chose, une chose importante, n'est-ce pas? J'ai dit, non, en ce moment, je préfère rester dans l'anonymat. Mais c'est encore sur Internet, sur France 24. Et c'est tout. Alors, cette question de la corruption chinoise au Canada. Si aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a de concret, n'est-ce pas?
Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de bruit. Oh, allez, regardez, les Chinois au Canada, ils manigancent depuis longtemps. Depuis longtemps. Et le Canada, par exemple, la plus grande entreprise de modems, la première dans le monde, était canadienne. Et cette compagnie a commencé à être implosée de l'intérieur vers l'extérieur grâce aux Chinois. Et le miroir de cette entreprise aujourd'hui, c'est Huawei. Huawei, c'est né du vol, n'est-ce pas, de cette entreprise canadienne. Comment l'histoire s'est-elle déroulée? L'histoire s'est déroulée comme suit. L'entreprise a été volée, et les autorités ne faisaient rien. Fuite de données. C'est du plagiat. Les modems ont commencé à éclater en Chine, partout, leur technologie, jusqu'à ce que l'entreprise fasse faillite. Le gouvernement a repris les bâtiments de la faillite de cette entreprise dans la région de Kanata, et l'un des bâtiments était tellement une forteresse, un truc si bien, un bâtiment si moderne, qu'ils l'ont pris pour en faire la partie intelligence du gouvernement canadien. Quand ils ont commencé la rénovation, ils ont découvert des câbles de réseau parallèles dans les murs. Alors, ça, c'est très ancien, cette affaire de la Chine qui manigance ici. Mais savez-vous ce qui m'effraie le plus? Moi, parfois, je suis obligé d'importer des choses de Chine parce qu'il n'y a pas... Le Canada est très dépendant des choses. Écoutez, je vais vous donner un chiffre, un équipement de 7 000 $. Combien imaginez-vous que je paie en taxes pour le faire entrer au Canada? De la Chine au Canada? 30%. 500 $ canadiens. Je paye 7 000 $ et je ne paye que 500 $ canadiens de taxes. Ça fait à peu près 350 $. C'est grand ouvert pour la Chine. C'est grand ouvert à 100%. Alors, à quoi ça sert? Et là, ça touche au sujet que vous avez mentionné. Comment allez-vous amener la matière pour le fentanyl, pour d'autres choses, ici, à un prix subventionné? Parce que si vous ne percevez pas d'impôts, n'est-ce pas, le gars déclare n'importe quoi là-bas, il entre ici sans la moindre inspection. Hein? Et d'ici, ça va aux États-Unis. Alors, à cet égard, Trump a totalement raison. Le Canada a ouvert ses portes à la Chine. Sauf qu'il n'a pas ouvert aux voitures électriques, n'est-ce pas? Et je pense qu'il faut faire très attention, car les voitures chinoises ne valent vraiment pas le coup. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de scandales ici au Brésil, je ne sais pas si tu as vu, n'est-ce pas? Pas des pièces qu'ils n'ont pas, du travail esclave, n'est-ce pas? Le travail esclave qui est l'un des principaux. Oui, donc le Canada à cet égard, mais si vous regardez, par exemple, j'ai fait affaire avec des entreprises européennes qui sont ici gérées par des Chinois. Ouais. J'ai même été escroqué et je ne le referai plus. Ce n'est même pas une question de discrimination. Je ne fais pas affaire ici au Canada avec des entreprises chinoises, ou si l'administration est entre les mains de Chinois, je ne fais pas affaire. Hein? Parfois, il y a des gens qui veulent acheter mes produits, j'invente simplement une excuse, je ne vends pas, n'est-ce pas? L'autre que je ne vends pas ici au Canada et qui est dangereux, c'est toute entreprise ayant un lien avec des Indiens. Je ne le fais pas parce que c'est le nouveau chinois, d'accord? Je ne vends tout simplement pas. Les mêmes qui ont propulsé la Chine propulsent l'Inde dans une situation très prédatrice, d'accord? Ils ne sont pas compétitifs aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de chaîne logistique de l'Inde vers l'Amérique du Nord et parce que Trump a réussi à freiner cela. Mais moi, parfois, je dois interrompre des commandes au milieu, rembourser de l'argent, dire que si je découvre qu'il y a un lien, je ne vends tout simplement pas, car une vague de plagiat extrêmement violente commence. Donc, tout ce que vous avez dit par rapport à la question de Trudeau, moi, je ne pense pas que Trudeau soit un. Et ce qui est pire, d'accord?
Parce que le gars qui fait délibérément le mal, oui, il est plus prévisible que le gars qui est un idiot, qui est un imbécile, n'est-ce pas? Et je pense il est ce gars ébloui, ce gars, vous savez, il croit dans un pays d'Alice, c'est un gars un peu bête. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que j'ai parlé il y a quelque temps avec un Indien, un cirque, et il m'a dit, regarde, et un Indien parlant contre son propre peuple. Trudeau a fait une erreur grossière, une erreur impardonnable. Il a amené des castes de l'Inde qui, dans cette incarnation, n'ont aucun engagement moral envers l'amélioration. Autrement dit, il peut faire, excusez le mot, il peut faire toutes les bêtises dans cette vie parce que quelqu'un lui a mis dans la tête, en raison du contrôle social, qu'il appartient à une caste dont les divinités qui lui sont permises, il n'a pas accès à tous les 1000 et quelques dieux, il a accès aux dieux de cette caste qui ne permettront qu'il s'améliore que s'il fait tout correctement, s'il nettoie bien une toilette, s'il fait. Le pauvre n'aura une amélioration que dans la prochaine vie. Et Trudeau a aussi amené ceci ici. Et maintenant, cela crée des conflits entre eux, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cela, inonder un pays, vouloir imposer le multiculturalisme de cette manière, vous avez donc amené des gens, Trudeau a amené des gens sans aucun engagement moral dans cette existence. Alors les crimes commencent et puis viennent les arnaques. Franchement, sur 20 appels que je reçois ici au téléphone, je dois en bloquer 19, car ce sont des arnaques indiennes. Pour voler des mots de passe bancaires, ce genre de truc, c'est devenu un enfer ici, d'accord? C'est devenu un véritable enfer. Téléphone, parfois quelqu'un du gouvernement appelle, veut me parler des impôts ou de quelque chose concernant l'entreprise. Je finis par ne pas répondre parce qu'ils disent. Pas d'identification de l'appelant, je ne réponds pas. Ensuite, ils m'insultent. Ils me parlent. Regardez, excusez-moi, je suis fatigué de répondre à des appels d'arnaque. N'est-ce pas? Donc, je pense que Trudeau a agi comme un imbécile, ce qui est un peu plus grave. Parce qu'il n'y a pas de prévisibilité quant à l'ampleur des dégâts qu'il a causés. D'accord? Et ça inclut même les questions de genre. Il a réussi à se vendre dans sa stupidité, il s'est vendu au globalisme. Oui. C'était un flanc ouvert, c'était facile. Si le globalisme a rencontré une résistance dans un autre pays, il n'a pas rencontré cette résistance au Canada grâce à ce côté stupide de croire au pays d'Alice qui n'existe pas. Est-ce que, par exemple, vous aimeriez que le Canada, si le Canada devenait le 51e État des États-Unis, qu'en pensez-vous? C'est une blague, mais... Oui, je fais des blagues. Par exemple, parfois, je suis aux États-Unis, je fais une bêtise, une erreur, etc. Je suis désolé, je viens d'arriver du premier État et tout le monde rit. Je leur dis, mon fils, n'est-ce pas, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. Je pense que ce serait valable, oui, pour certaines provinces, comme l'Alberta, parce que l'Alberta s'est séparée des États-Unis. Toujours vouloir, oui, vous savez. La formation de l'Alberta vient des conservateurs qui ont fui la guerre civile américaine et se sont installés là-bas. Donc, cela a plus de rapport, mais le reste du Canada est la façon affectueuse dont le Québec traite le reste du Canada. Je ne sais pas si vous le savez. L'acronyme est ROC, Rest of Canada. Ouais. Les Québécois savent que c'est un pays. C'est un pays au sein du Canada, n'est-ce pas? C'est le reste, comme si c'était la limite, la limite, la limite. En fait, hier, j'ai visité la capitale nationale du Québec. Ils l'appellent capitale nationale et je respecte ça. Bref. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce serait peu probable parce que le Canada. Et donc, peut-être, je veux vraiment que cela fonctionne, que l'Amérique du Nord fonctionne dans cette nouvelle configuration. Je le souhaite vraiment. Cela sera bon pour moi, cela sera bon pour tout le monde ici, cela sera bon pour tout le monde. Cependant, nous avons un problème sérieux, la dynamique de l'économie.
Elle n'attend pas, elle n'attend pas. Donc, par exemple, cette dispute tarifaire, par exemple, avant, je voyais beaucoup de produits AM. La vidéo a coupé ici, tu as coupé un peu ici. Je ne sais pas s'il y a. Ah, vraiment? La connexion est revenue maintenant. Tu m'entends? Oui, parfait, maintenant, oui. Ça a coupé, mais ça a bloqué. Mais Il y a eu une erreur d'enregistrement. Oui, c'est revenu. Ensuite, vous, il faudra. non, je découpe. Oui, je coupe. Oui, à quel endroit ai-je arrêté? Donc, vous parliez de ces tarifs-là qui maintenant reviennent à. Oui, donc ce qui se passe, c'est le suivant. Il y a peu de temps, nous avions beaucoup de produits américains sur les étagères, beaucoup, 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 beaucoup. Maintenant, ça change. Vous allez au marché et il y a beaucoup de produits européens, des outils allemands. Tout change à une vitesse très grande, n'est-ce pas? Donc, ainsi, l'argent, est-ce que les anciens disaient déjà, l'argent ne supporte pas les affronts. Et je pense que cela, si ce n'est pas résolu, si ce n'est pas stabilisé, si ce n'est pas convenu, il sera difficile de renverser la situation. Mais il y a un autre aspect. Culturellement, le Canada a des problèmes avec les États-Unis. Tellement que les États-Unis ont déjà été en guerre, le Canada a déjà été en guerre contre les États-Unis il y a 400 ans et a brûlé la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Donc, il est évident qu'aujourd'hui, il n'a pas la puissance, il n'a pas la force que les États-Unis ont, mais il a déjà dérangé et il y a eu des disputes. Et ici, au Québec spécifiquement, nous avons un problème sérieux. Ils ont une aversion envers les Américains et ce n'est pas du tout dissimulé pour le sport. Mais cela était tranquille tant que les globalistes maintenaient tout le monde ami. Oui. Le problème, c'est qu'avec l'effet du phénomène Trump, maintenant, le sport national, selon le deuxième sport national après le hockey, est de détester Trump. Oui, c'est le deuxième sport national. Et il n'y a rien à faire. J'ai voyagé aux côtés de personnes chères, de personnes merveilleuses, des diplômés de haut niveau de l'Université de Toronto, n'est-ce pas? Ne parlez pas de Trump près d'eux. Il n'y a pas moyen. Tout le reste, tu discutes avec eux, tu comprends le côté conservateur, tu comprends. J'ai même beaucoup parlé avec la dame juive et elle a dit que sa famille a ses réserves sur Trump, mais que la communauté juive est très reconnaissante de ce qu'il a fait pour Israël, non? Donc, il y a cette compréhension et peut-être que c'est le point qui va adoucir un peu, non? Mais en même temps, j'ai aussi entendu dire que les gens sont très dérangés, même ceux qui ont le problème et qui le connaissent. Ouais. Les gens sont très préoccupés par la question de l'immigration, de l'insécurité, n'est-ce pas? Les Juifs du Canada se sentent en insécurité. Donc, je parle tout le temps avec des gens de la communauté juive et les gens sont. N'est-ce pas? Les gens se sentent vraiment très insécurisés. Est-ce que, même si tu ne peux pas porter la casquette MAGA, non, le multiculturalisme est-il dénoncé au Canada? Peut-être grâce à Trump qui a fermé les frontières. Vois-tu plus de discussions contre le multiculturalisme actuellement? Oui, non, d'accord. Il y avait, je pense qu'on avait des cellules dormantes au Canada. J'ai eu la bonne surprise même de voir des personnes, deux chaînes-là que tu as interviewées. Je connais plus de gens. La première, l'une des premières personnes que j'ai rencontrées ici, c'était Maxime Bernier, n'est-ce pas? Je suis allé à un festival de Blidan, manger du maïs là-bas avec lui juste après mon arrivée ici, emmené par ses militants et tout. Ouais. Enfin, j'ai rencontré de vrais conservateurs du Québec qui luttent depuis longtemps, mais ils étaient tous endormis. Et avec Trump, Trump a donné une vie à ces gars-là qu'ils n'avaient pas avant. C'était dangereux.
le convoi des camionneurs là-bas qui a fini par là arrêter les leaders, n'est-ce pas? Aussi grâce à des infiltrés, toute cette histoire, ce modèle globaliste qui s'est produit aux catholiques, qui s'est produit le 8 janvier au Brésil, etc., cela s'est produit ici aussi, n'est-ce pas? Donc les gens avaient très peur, n'est-ce pas? Très peur. Ouais. Le problème, et là c'est en partie à cause des infiltrés et en partie aussi, encore une fois, de personnes très mal intentionnées. Tu sais qu'il existe un phénomène au Canada. Le Canada s'est disputé, pas autant la partie anglo, mais moins la partie anglo, mais la partie française. Elle s'est disputée avec l'Église catholique de manière irréversible. Y a-t-il beaucoup de catholiques ici? Y a-t-il beaucoup de chrétiens ici? Oui, mais ils se sont disputés, enfin, à tel point que les insultes et les offenses ici sont toutes au nom de noms sacrés, nom de la tradition catholique, n'est-ce pas? Ils parviennent à s'offenser en utilisant des noms sacrés qui, si tu les dis à un Brésilien, n'ont aucun sens. Mais bon, et je m'en rends compte que il y a par exemple le patrimoine de l'Église ici qui est gigantesque. Donc tu vois beaucoup d'églises aujourd'hui tomber dans le problème de la spéculation immobilière. Donc les gars brûlent des églises pour, la plupart ils les brûlent pour libérer le terrain pour construire là un bel immeuble, etc. Et les gens se laissent embarquer dans le récit disant que c'est une persécution des catholiques au Canada, aux chrétiens du Canada. Est-ce possible? Je ne doute pas, parce que l'invasion arabe ici est gigantesque et l'invasion de gens mal intentionnés est gigantesque. Mais les discours se confondent. Comme, par exemple, cela s'est produit avec un pasteur évangélique en Alberta. Ce pasteur, pendant la pandémie, il payait, il était franchisé d'une église et le franchisé, comme s'il était franchisé d'Edir Macedo au Brésil, quelque chose de ce genre, il devait payer la franchise. Donc, l'église ne peut pas fermer. Si elle ferme, il perd son affaire. Et puis la police y allait, paf, 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 fermait, application de la loi, fermait l'église du gars. Il y allait, enfreignait la règle, ouvrait l'église. Eh bien, il a été arrêté là quelquefois. Encore une fois, c'était lui qui diffusait qu'il y avait une persécution contre les chrétiens, qu'ils arrêtaient un pasteur qui prêchait la pandémie. Non, cela, ce sont des exceptions. Et au milieu des exceptions de ces globalistes, cela et tout le reste, ils finissent par en tirer profit. N'est-ce pas? Alors, ainsi, ils finissent par ridiculiser quelqu'un qui clame. Pour quelque chose de sérieux qui se passe. Y a-t-il une persécution des Juifs au Canada? Il y en a. Oui. Et les autorités sont au courant. Sinon, comme ce Juif qui a été battu à Toronto il y a quelque temps, dans la rue, cela se produirait tous les jours. Les autorités sont en alerte, n'est-ce pas? Ouais. Il y a une pression des musulmans priant devant des temples catholiques. C'est une offense. C'est une offense. Fais ta prière. Il y a un endroit pour faire cela. On voit ça en Angleterre aussi, on le voit en Angleterre, en France. Mais les récits se confondent. Et qui fait que cela arrive? Ce sont les agents globalistes. Alors, des mouvements authentiques de personnes réclamant le respect. Écoute, prie dans ton coin, laisse mon église ici. C'est une réclamation authentique. Laisse le juif être juif, laisse celui-là être lui-même. Bref, ce sont des mouvements authentiques. Mais ces gens qui manipulent l'information ridiculisent ceux qui mènent un mouvement authentique réclamant la sécurité, la coexistence, une série de choses, n'est-ce pas? Alors ainsi, quand je vois quelqu'un mentir, « Oh, l'église a brûlé. » Ça, c'est le... Alors tu y vas, tu cherches dans le journal, tu vois. Non, la police enquête là-dessus parce que le gars voulait libérer le terrain car ils n'ont pas de plan pour construire un bâtiment. Je vais enquêter là-dessus, je vais poursuivre cela. Donc, je sais ce qui est mensonge et ce qui ne l'est pas, n'est-ce pas? Donc, j'ai très peur quand cela se confond, mais c'est le cas et c'est orchestré. C'est planifié.
la gauche, à cet égard, ils sont spécialistes dans la manipulation de l'information, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous, conservateurs, devons être attentifs pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux pour ne pas embarquer et même pour ne pas être ridiculisés en embarquant sur une fausse information, n'est-ce pas? Enfin, mais je vois que le Canada, depuis le temps que je suis ici, plus de 10 ans, je suis déjà citoyen canadien, mais je vois qu'il a beaucoup régressé en termes de coexistence. Mais tous les plus grands problèmes viennent de cette question migratoire, n'est-ce pas? Oui, hier je suis allé dans un endroit ici. Et je peux te confirmer que le tourisme interne ici est indien et chinois. 90%. Je n'ai pas vu d'autres types de personnes. Tourisme interne. Donc, cela effraie la personne, le Québécois, et il est attentif, ils sont effrayés, n'est-ce pas? Cette imposition. Tu savais que de nombreux Brésiliens avec qui je parle ici au Brésil, qui sont allés en France, me disent qu'il est difficile de trouver des Français aussi en France. Hier, j'ai été vraiment effrayé parce que j'ai vu, très effrayé, je n'ai vu, parlons proportion, 90% étaient soit chinois, soit indiens, et parmi ces 90%, 20% étaient chinois, le reste tout indien, n'est-ce pas? Cela a beaucoup attiré mon attention parce que c'était la capitale nationale du Québec, c'est emblématique. Ce n'était pas à Montréal, ce n'était pas dans une ville cosmopolite, c'était dans une ville plus typiquement québécoise. Québécoise même, n'est-ce pas? C'est la capitale nationale des Québécois, n'est-ce pas? Et les gens trouvent toujours étrange, n'est-ce pas, de se référer à la nation québécoise dans un pays qui est la nation canadienne. Mais c'est bien comme cela qu'ils traitent, n'est-ce pas? Et le Canada les laisse être un pays dans leur imaginaire, n'est-ce pas, comme ça? Ils font semblant d'être un pays et la vie continue. Parfait. Avant de passer à une autre question, je voulais aborder un sujet qui est la glamourisation, l'essai glamour, n'est-ce pas, du communisme. Le français ne comprend parfois pas ce qu'est le communisme, parce que pour lui, il n'y a pas eu d'attentat dans son pays comme il y en a eu au Brésil, comme il y en a eu au Canada. Je voudrais que vous expliquiez un peu à un public français cette tentative de créer une dictature communiste, non? Donc, celle-là. Le Front de libération du Québec a été un mouvement qui a commencé après les années 60, coïncidant avec le moment où tous les marxistes du monde se rebellaient et s'armaient. Donc, la lutte armée au Brésil, qui commence plus ou moins après les années 60, elle a eu un équivalent au Québec. La dictature militaire au Brésil ou le régime militaire au Brésil, qui a été une sorte de contre-coup d'État, a commencé en 1964. Les militaires ne sont pas partis après, ils auraient dû, comment dit-on, ils auraient dû résoudre le problème et partir, mais ils sont restés. Et je pense que cela a fini par donner beaucoup de pouvoir aux communistes du Brésil, au point que beaucoup sont devenus des vedettes. Ils sont là. Le Québec, lui, le Canada l'a résolu d'une manière différente. Et là, il y a beaucoup de Brésiliens qui ne savent pas, qui s'embarquent dans des narratifs. Trudeau est communiste. Qui a demandé l'intervention militaire au Québec pour maîtriser le mouvement séparatiste marxiste du FLQ? Le père de Trudeau. Il a demandé l'intervention. Et regarde le détail. Qui a donné le cri de guerre du Québec libre? Charles de Gaulle. Il y a eu une foire à Montréal. Charles de Gaulle est monté sur l'estrade, a commencé à parler et à crier « Vive le Québec libre !» Et automatiquement, le ministre qui était Trudeau, a pris des mesures, n'est-ce pas? Ouais, il a dit « Pas ici ». N'est-ce pas? Pas ici. Quelque temps plus tard, la lutte armée au Québec s'est durcie.
de la fin des années 60 au début des années 70, elle s'est beaucoup durcie, au point qu'ils ont tué le ministre à l'intérieur de l'Assemblée au Canada du Québec. Ils ont tué le ministre, oui, et ils ont fait exploser des banques. C'était horrible. Bon. Eh bien, j'ai même une anecdote intéressante qui m'est arrivée il y a quelque temps et qui remonte à ce passé. Hein? J'habite près d'une ville appelée São Bonifacio, une petite ville de l'intérieur. Et São Bonifacio ou Saint-Boniface. Saint-Boniface. C'était le noyau de cette résistance marxiste. N'est-ce pas? La Russie envoyait des agents. Les agents venaient ici pour entraîner les gars ici. Beaucoup partaient d'ici, allaient s'entraîner à Cuba, allaient s'entraîner avec les Tupamaros en Amérique du Sud, enfin. Et là, ce mouvement est devenu très fort et a commencé, les attentats l'ont commencé partout. À peu près à la même époque qu'il y avait des attentats au Brésil, il y avait des exécutions au Brésil, il y avait des exécutions ici, il y en avait. Enfin, quand cela s'est produit, l'enlèvement, ces choses-là, tout ce qui est arrivé au Brésil pendant l'action des communistes, les militaires du Brésil, tu sais, le chat qui joue avec la souris et ne la tue pas. C'est ainsi que les militaires du Brésil, désolé, ont été des lâches parce qu'ils n'ont pas résolu le problème. Ils auraient dû être chirurgicaux. Eh bien, le Canada a donc fait l'intervention militaire qu'ils appelaient mesure de guerre. Ils l'ont fait au Québec. Ils ont arrêté tous les communistes. Ils les ont tous déportés à Cuba. Vous n'aimez pas Cuba? Allez à Cuba. Ils ont tous été déportés à Cuba, oui. Je pense qu'un ou deux sont revenus il n'y a pas longtemps pour mourir ici pour des raisons de clémence, quelque chose comme ça. Déjà, après être vieux, ils ne faisaient plus de mal à personne. Et je sais que... Mais ils ont résolu, les militaires ont résolu le problème ponctuellement ici au Canada et sont sortis de scène. Au Brésil, ils ne sont pas sortis de scène, ils ont créé un monstre qui dérange encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens ne comprennent pas ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Et écoute, je ne souhaite du mal à personne, d'accord? Mais si tu attends un peu plus longtemps, Zedirse ira à la Cour suprême avec le trophée pour tout ce qu'ils ont fait dans le passé, les attentats et tout ça, n'est-ce pas? Donc, au Brésil, les criminels sont récompensés. Donc, c'est la comparaison entre les communistes au Québec et les communistes au Brésil. Au Brésil, ils ont été décorés avec des amnisties, n'est-ce pas? Ils continuent à insulter les militaires qui, désolé, ont été des lâches jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ici au Québec, ils ont réussi à résoudre le problème. Dans l'imaginaire collectif, le Québécois est un communiste. Ou plutôt une blague que je dis toujours. Il a tous les logiciels du communisme installés. Il ne manque que de lancer l'application, pourvu que ça ne se produise pas. Hey, je vois ça tous les jours avec le nombre d'entreprises publiques. Il y en a pour tout, n'est-ce pas? Un de ces jours, il y aura même une entreprise publique pour couper les cheveux, n'est-ce pas? Une chose qui a beaucoup attiré mon attention, c'est la question des diplômes. Si vous coupez l'ongle, vous êtes capable. Un bon coupeur d'ongles, la manucure peut obtenir un diplôme supérieur, d'accord? J'ai fait la francisation, je ne me sens pas 100% compétent, je fais encore des erreurs. Je fais. Comment est toujours la bordelisation de la langue française? La bordelisation. C'est quelque chose comme ça. La bordelisation, c'est un mot que j'allais utiliser, n'est-ce pas? Je fais encore des erreurs parce que je parle d'autres langues et tout. Et enfin, mais je pense que ce qui compte, je reçois un diplôme d'extension de niveau supérieur pour ça. Je trouve ça mauvais. Je trouve ça mauvais. Ou je dois suivre une extension comme si c'était un MBA en francisation. Si j'allais au Brésil, je donnerais des cours. C'est faux. Alors, j'ai vu que tout le monde a un diplôme. C'est ce que faisait la Russie dans le passé. Donner un diplôme à tout le monde. Que se passe-t-il? Vous allez appeler un employé pour travailler. Ah, je suis le serre-boulon.
Si vous voulez quelqu'un pour enlever le boulon, appelez un autre diplômé. La main-d'œuvre devient très chère. Tout le monde est spécialiste de rien car ils ne servent à rien. C'est une critique que je fais au système. Alors, le communisme, donc, cette idée, elle existe déjà, n'est-ce pas? Et il faut faire attention. C'est nécessaire, car aujourd'hui, vous avez besoin de main-d'œuvre ici. Ils sortent syndiqués de la pouponnière, de la maternité. Et c'est dangereux. Le Brésil est déjà entré là-dedans, malheureusement, n'est-ce pas? L'Europe, certains endroits ont aussi déjà ce problème. L'enfant, lorsqu'il reçoit le bracelet à la maternité, est déjà syndiqué. C'est le marxisme culturel, n'est-ce pas? Oui, donc elle sort de la maternité avec le manuel sous le bras. C'est très dangereux et je le vois ici. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai vu un jeune homme, un gay entrant dans une voiture avec un autocollant de Che Guevara. S'il vous plaît, que quelqu'un dise à ce benet ce que Che Guevara faisait avec eux, avec les gays à l'époque de Che Guevara. Que quelqu'un explique, s'il vous plaît, à cet enfant, n'est-ce pas? Oui, donc comme ça, je vois tout, mais tu vois que, eh bien, il y a une confusion entre la méchanceté des architectes qui opèrent l'international socialiste, qui est le globalisme et tous ces architectes de la méchanceté, avec des personnes innocentes, des gens stupides d'idées qui tombent dans ces arnaques, qui tombent dans ces balivernes, n'est-ce pas? Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, c'est exactement ça, exactement ça. Ah, l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? C'est ça. Et c'est dommage parce que c'est une génération qui va avoir des problèmes, n'est-ce pas? Oui, et ce sera à nous d'assumer ce devoir. Nous avons cette responsabilité. Les sauver sera difficile, mais essayer d'être le lien entre le passé, être un tremplin pour la prochaine génération pour qu'elle se rétablisse, car il se réveille. Mais il se réveille avec souffrance parce que vous prenez un jeune aujourd'hui, il se retrouve face à un problème, à une situation, il a besoin d'un psychologue. Oui. C'est trop pour lui, n'est-ce pas? C'est trop pour lui. Des études sont sorties récemment sur les étudiants, n'est-ce pas, dans les universités françaises avec un nombre très élevé de suicide, n'est-ce pas, ou désir de se suicider. Vraiment, il y a une souffrance mentale extrême, n'est-ce pas, à cause de cette idéologie woke, de ce lavage de cerveau qui est fait ainsi. Ici, dans ma ville, j'ai 2 garçons qui passent dans la rue tous les jours comme des zombies. Ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils viennent demander du travail. Mais ils sont tellement tourmentés. Vous savez, ce jeune qui essaie de dire 20 mots dans le temps verbal d'un mot? Tu sais, c'est à base de médicaments. C'est triste. Et comment allez-vous faire confiance? Même mon assureur ne permettrait pas que je recrute une personne comme ça. Mais ça me fait de la peine, ça me fait de la peine. Ils ont besoin d'une chance, ils ont besoin d'une opportunité, mais ils sont, tu sais. Quand on m'a dit que les 2 frères prenaient des médicaments, cela m'a rendu si triste. Que vous regardez et ils semblent en bonne santé apparemment, n'est-ce pas? Oui, en effet. Je vois beaucoup de ça, et cela a empiré. La France est un des pays La France est un des pays qui détient le record de consommation d'antidépresseurs. C'est un des pays records en prise d'antidépresseurs, n'est-ce pas? Ici, par exemple, je suis allé au Portugal la semaine dernière, il y a 2 semaines. Je suis revenu il y a 2 jours. Je suis revenu vendredi et dans l'avion, 2 jeunes femmes d'ici, prenant des médicaments pendant tout le voyage. C'est une chose comme ça. C'est surréaliste ce qu'ils font, n'est-ce pas? Oui, parce qu'ils buvaient du vin et boire du vin, c'était mieux au moins, mais
Non, la personne, vous voyez, prenant des médicaments, elle en arrivait à secouer le flacon de médicaments. Et c'est triste, c'est très triste. Et bon, en fait, moi, j'ai beaucoup d'amis. J'évite de ne pas être partisan de qui que ce soit, d'accord? Moi. Parce que tu vois, dangereux, vous pouvez être annulé. Hein? Ils vous mettent simplement une croix sur le front si vous, eh bien, vous comportez de manière très frontale face à ces situations. Mais bon, si ce n'était pas cette administration Trump, eh bien, il a donné une survie à l'Amérique du Nord. Le problème n'est pas encore résolu. Mais si ce n'était pas pour son administration, je pense que notre sursis aurait été plus court, il aurait été fini, je ne sais pas, dans 5 ans, on serait déjà en train de stagner, on serait déjà dans une énorme crise sociale, non? Et c'est intéressant, mais pour revenir à ce point concernant les communistes du Québec, eh bien, j'ai dû recommencer ma vie, n'est-ce pas? Alors, je dois servir des clients dans le monde entier et parfois, je dois tout faire moi-même jusqu'à installer l'équipement de la conception à l'installation. Alors, parfois, je suis celui-là. Je suis l'orchestre du monde. Parfois, les gens idéalisent, n'est-ce pas, ce qu'est l'entrepreneuriat, mais c'est remplir le rôle quand quelqu'un manque. C'est nous qui devons assumer, n'est-ce pas? Et j'ai dû tout faire. Ça, par exemple, pendant la pandémie, c'était horrible parce que j'ai recommencé à zéro et avant la pandémie, je progressais à 400%. Mais au Québec, j'ai commis l'erreur de mettre mon entreprise dans un incubateur gouvernemental. Et soudainement, du jour au lendemain, la police est venue ordonner la fermeture. 3 confinements. La plupart de mes clients étaient en Scandinavie, en Suède. Pas ici, nous n'avons pas fait de confinement. Ils annulent la commande et me retournent l'argent. Eh bien, j'ai simplement réduit presque à zéro et j'ai recommencé après la pandémie. Donc, mais au sommet, après la pandémie, moi-même, même pendant le temps où j'étais réfugié, j'avais un passeport de réfugié. Le passeport de réfugié, eh bien, il n'est accepté, le Canadien, il n'est accepté sans visa que par l'Allemagne. Pour tout le reste de l'Europe, il faut un visa. À moins que vous n'entriez en Allemagne et fassiez tout par voie terrestre, ce qui est coûteux, c'est horrible. Bon, donc un beau jour, j'ai dû descendre en Allemagne et continuer par la terre. C'est tout. Ça doit être joli, c'est joli en voiture, non? C'est fatigant. J'ai dû aller jusqu'en Finlande en voiture avec de la neige. Arrivé au ferry, et bon, donc je suis allé voir mon client. J'ai vu un client en Norvège, ensuite un autre client. Je suis passé par la Suède, Stockholm. J'ai pris le bateau, je suis allé en Finlande. J'ai vu le client en Finlande, à Helsinki. Quand je monte dans le bateau pour revenir à Stockholm, il y avait devant moi une fourgonnette, une Eurovan de ces anciennes Volkswagen. Plaque de Finlande et quelques autocollants en russe sur la vitre de la voiture. Et donc, cette fourgonnette-là a attiré mon attention. Arrivé à Stockholm, j'ai débarqué la voiture. J'avais toute la nuit pour traverser la Suède. J'avais dormi sur le bateau pendant la journée. Là-bas, c'est 5 heures de traversée. J'ai pris la nuit pour traverser la Suède pour arriver à Malmö. À Malmö, prendre l'autre bateau pour aller en Allemagne. En cours de route, non, à un moment donné, je vois cette fourgonnette devant moi, la même, avec tous les feux arrière éteints. Je klaxonne pour attirer l'attention. Non, alors je regarde dans le rétroviseur, je vois qu'il s'arrête et je continue mon voyage. Bien. Au lever du jour, vers 4, 5, entre 5 et 6 heures du matin, j'arrive dans la file d'attente du ferry pour attendre que le bateau parte à 7 heures du matin.
Je suis là depuis environ une heure et quelques arrêtés dans la file. La combi s'arrête de nouveau derrière moi. Le citoyen est venu à la fenêtre pour me parler. Il a commencé en anglais. Il est venu me remercier. Merci. J'avais un problème avec le commutateur des phares, mais j'ai réussi à le réparer. J'ai fait un branchement direct et j'ai résolu. Une personne âgée, tu vois, ça m'a frappé. Imaginez la partie cognitive encore à cet âge, bricoler le câblage de la voiture dans le noir et réparer en une heure et quelques. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. Bon, il m'a appelé pour voir. Je suis allé là-bas. J'ai regardé tout ce câblage avec du ruban là-bas et tout. Il a démonté le commutateur de phare et a tout connecté là. Et ça a fonctionné. Imaginez vous raccorder les fils et vérifier si tout fonctionne à l'arrière, revenir et être seul. Ce gars mérite vraiment des félicitations. Bon, au moins bon. Et là, je commence à lui parler en anglais et il dit « Est-ce que vous parlez français? » Moi, oui. « Parlez-vous québécois? » Il m'a parlé comme ça. Oui. Puis il m'a dit ça. « Non, vous avez loué la voiture. Cette plaque est celle d'un loueur. Il savait par le code des lettres et de la région de Hesse. » Le gars comme ça. Je vais rendre visite à ma mère, je suis russe, vous savez, je vis en Finlande, je vais rendre visite à ma mère qui vit aussi en Hesse, etc. Et j'ai commencé à lui parler en français. Et il m'a dit qu'il était dans les années 60 et 70 dans la région de Saint-Boniface, au Québec. Ça ne pouvait être qu'un agent de l'époque, n'est-ce pas? Il parlait avec beaucoup de nostalgie, disant qu'il avait encore des amis à Saint-Boniface, etc. Alors, j'ai commencé à avoir très peur. Je me suis souvenu de l'ami d'un gars que j'ai rencontré au Portugal, un écrivain, un communiste, qui a dit « Si j'ai un problème international socialiste, si un peu plus, et il saura que vous avez aidé à renverser Dilma et que vous avez aidé à mettre Lula en prison. » Alors, un film a commencé à se dérouler dans ma tête, cela m'a paniqué. Je suis monté dans le bateau, je suis allé dans le hall de restauration du bateau, j'ai mangé quelque chose et je suis allé directement à ma cabine. J'ai fermé la porte. Je n'en suis sorti que pour prendre la voiture et continuer le voyage jusqu'au loueur, pour rendre la voiture, pour continuer le voyage. Mais une telle panique m'a frappé, un film a commencé à se dérouler dans ma tête, mais le gars avait tout. J'ai même pris des photos de la fourgonnette, etc. Ce sont des choses comme ça que l'histoire est encore très vivante, n'est-ce pas? Au Brésil, encore plus vivante parce que les terroristes sont là, n'est-ce pas? Tellement vivants et tellement glamourisés, n'est-ce pas? C'est ça qui est le plus triste, n'est-ce pas? Moi, bien sûr. Je voulais te poser une question parce que j'ai parlé avec Kim Paim avant notre interview. Il t'a justement demandé, il a dit qu'ils ont aussi retiré, n'est-ce pas, l'escorte de Bolsonaro, n'est-ce pas? Au lieu de protéger les citoyens, on dirait qu'ils ne protègent que, n'est-ce pas, ses petits amis, les amis du roi, n'est-ce pas? Et toi aussi, au lieu d'être protégé, tu as été attaqué, n'est-ce pas? Comment tu vois les choses? Eh bien, c'est que l'erreur de Bolsonaro, et même s'il est passé par le gouvernement, qu'il a été un haut fonctionnaire du gouvernement, je pense que les gens ne se sont pas rendus compte. Je pense que c'était un peu de romantisme, que l'État brésilien, il n'a plus d'institutions. Donc, on ne peut pas faire confiance à l'État brésilien. Au début, j'étais très révolté, n'est-ce pas? Mais par exemple, le ministère public au Brésil, les gens pensent que l'opération Lava Jato a été le fruit de grandes enquêtes du ministère public. Les reçus que le Totoda, qui a fait un lien, qui a établi le lien entre le Posto da Torre et le reste du gang, c'est moi qui l'ai donné. Beaucoup de journalistes, dont j'ai été l'interlocuteur, j'ai pris cela. Il y avait des journalistes qui ont fait. Oui, j'ai de la mémoire. Des journalistes qui ont mené des enquêtes n'ont pas pu publier. Oui. Ils n'ont pas pu publier. Ils sont venus me voir et ont dit Magnus, je sais que tu as accès à Sergio Moro. Je sais que tu as accès à cela ici. Tiens, Brulay, cet ami de Lula, a été attrapé comme ça par des journalistes, n'est-ce pas?
Quand je vois tout le monde parler des journalistes, dire que tout le monde, tout journaliste est gauchiste, il y a des journalistes qui ont fait un travail que les procureurs n'ont pas fait. L'opération Lavajato aurait pu n'être que la moitié, ou moins, si ces journalistes n'avaient pas aidé en coulisses. Et ces journalistes, aujourd'hui, sont interdits de s'identifier. D'ailleurs, je voulais en citer 2 de mon livre. Ils ont demandé par pitié de ne pas le faire, parce qu'ils ont peur. Ils ne voulaient pas aller au Canada. Oui, ils ont peur. Oui, par pitié. Ce sont des héros. Pour moi, ce sont des héros. Moi, je les félicite. Ce sont des héros. Beaucoup de voyous ont été arrêtés, pas grâce au travail des procureurs. Le ministère public brésilien est très gauchisé, très gauchisé. C'est effrayant, d'accord? C'est effrayant. Il y a eu un procureur, d'ailleurs, dont je parlais l'autre jour, n'est-ce pas? Procureur de Lavajato parlant. Eh bien, le Venezuela, n'est-ce pas? C'est vraiment devenu communiste, n'est-ce pas? Alors, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voulez dire que c'est du folklore? C'est du folklore. Voilà le folklore. Le dictateur est là. Le peuple s'est réveillé depuis plus de 10 ans et ne peut pas renverser le dictateur, n'est-ce pas? Alors, ce truc de dire que c'était des gens merveilleux, mais il parlait de gens merveilleux dans le sens du commerce et de la politique. Ce n'est pas du commerce. Alors, je savais déjà que tout était pourri là-bas. Et Bolsonaro, il croyait que dans le pire des cas, la vieille politique le sauverait. Non, tout est pourri. Il reste très peu. Il reste très peu, très peu. Il y avait un certain Pedro Henry dont Janine pleurait presque en parlant de ce gars. Heureusement, il a quitté la politique, non? Et c'est comme ça, oui. Quand je parlais de protection, les gars, méprisante, disait-il, n'est-ce pas? Nous courons plus de risques que vous et tout ça? Ouais, ce n'est pas si grave que ça, mais attends. Vous savez ce qu'ils ont fait quand j'ai insisté, après que j'étais en exil, quand je leur ai demandé pourquoi ils n'ont pas donné de protection? Tout ça est dans mon livre. Ouais, avec des preuves, y compris. Ils entrent dans un processus que j'ai intenté contre eux au tribunal, au Conseil de la Corregedoria du ministère public, au CNMP. CNMP, oui. Et ils disent qu'ils ont perdu le processus d'évaluation et demandèrent pardon et qu'ils avaient perdu mon processus d'analyse des risques. Mais comme rien ne s'était passé, c'était aussi parce que ce n'était pas si grave que ça. Non, rien ne s'est passé parce que je suis parti après avoir subi beaucoup de persécutions. Donc il n'y a rien à attendre d'eux et là en répondant à Kim Pime. Oui, il n'y a rien à attendre de cet État. Cet État est rongé. Cet État n'appartient plus aux institutions. Et vous voyez que les Brésiliens se réveillent de plus en plus à cette réalité. Ils voient ça de plus en plus. Oui, mais le vrai problème, c'est le suivant. Le gars qui doit travailler pour mettre de la nourriture sur la table, il se fiche complètement de tout ça. Si aujourd'hui vous appelez quelqu'un pour crier « Bolsonaro libre », presque personne ne viendra. Les gens sont désespérés. Ils ont besoin de manger, n'est-ce pas? Et ceux qui doivent gérer leurs engagements quotidiens, payer les factures, veulent rester à l'écart de cette politique, car ils sont tellement déçus par tout ça, n'est-ce pas? Donc tu dis, ah, les gens se réveillent. Non, les gens essaient juste de vivre, ce qui devient chaque jour plus compliqué, n'est-ce pas? Je connais des cas, des histoires là-bas. C'est effrayant. Et les gens pensent, puisque ça n'est pas encore arrivé chez eux, que ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Par exemple, je connais des personnes qui ont eu des terres confisquées, n'est-ce pas? Des terres confisquées au nom du bénéfice public, comme pour faire un parc. Et vous croyez que ces personnes? Vénézuélisation, n'est-ce pas? C'est ça. Les gens ont perdu leurs terres et doivent payer les impôts de la terre qui a été saisie pour faire un parc ou quelque chose. C'est bien ça. Est-ce qu'ils sont capables de tout, c'est ça? Oui, donc je pense que c'est très triste, ce peuple, malheureusement. Peut-être qu'avec le temps, ils finiront par se réveiller. Et entre se réveiller et trouver une solution, ça prendra beaucoup de temps. Ah, la justice.
elle a été entièrement peuplée par des membres de factions, n'est-ce pas? Ouais. Il y a des gens, oui, il y a encore des gens qui hésitent à croire que le narco-État a pris le pouvoir au Brésil. Ils n'acceptent pas ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'il va falloir. Je demande juste une chose. S'il vous plaît, n'apprenez pas à aimer la politique de la manière dont j'ai appris, car c'est très douloureux. Avant que tout ça m'arrive, je ne voulais pas en entendre parler, même pas de politique. Je pensais juste que la politique ne servait qu'à faire des blagues. Je n'ai commencé à comprendre la politique et à la regarder sérieusement qu'après avoir vu ce qui se passait. Et même là, j'ai vu ce qui se passait en 2008, 2009. Et je parlais et les gens riaient à mon visage. Tu racontes ça? Ça, c'est du cinéma. Tu sais, j'ai perdu beaucoup d'amis et aujourd'hui, après que tout soit arrivé, les gens ont vu que c'était vrai ce qui se passait, que j'ai dénoncé en 2008-2009. Les choses sont arrivées en 2014. Ouais, beaucoup ne s'approchent pas de moi à cause de la gêne, du genre « Wow, j'ai ri au nez de ce gars et maintenant il est là. » N'est-ce pas? Donc c'est ça. C'est quelque chose de tellement absurde. Et tu sais ce qui est le plus douloureux? Le plus douloureux, c'est de voir tout ce peuple libre se moquer de nous, tu sais. L'argent que j'ai perdu, le temps que j'ai perdu, ça, on peut travailler et récupérer. L'entrepreneur a cela, n'est-ce pas, de ne pas avoir peur de recommencer, et j'ai déjà recommencé tellement de fois. Ouais, mais ce qu'on perd en termes de morale, ça n'a pas de prix, ça ne se récupère pas. La tristesse que ça donne, si tout ça que j'ai fait, n'est-ce pas, si tout ça que j'ai fait était réel parce que j'ai voyagé, d'accord? Même en ayant subi des pertes, perdu une entreprise, perdu une deuxième entreprise parce que j'avais déjà recommencé quand l'opération Lavajato a eu lieu, je me sentais le personnage, n'est-ce pas? J'ai dit, je suis en train d'aider à sauver mon pays. Je n'ai même pas prêté attention à toutes les répercussions, mais quand l'addition a commencé à apparaître et que j'ai vu que j'étais seul, qu'il n'y avait pas de justice pour me protéger, qu'il n'y avait rien du tout, que j'ai dû partir à mes risques et périls, alors j'ai dit, bon, mais malgré tout, je pense que le coup d'envoi a été donné, quelque chose de bon va se passer, n'est-ce pas? Et puis, quelques années passent, je vois tout ça se passer, j'ai dit. Zut alors! Ça n'a servi à rien. Les voleurs sont là à se moquer de nous. Tu sais, ils se moquent tous de nous. C'est pourquoi je dis, fais attention, parce que dans quelques jours, Zédirce va apparaître à la Cour suprême. À moins qu'il ne mette caca là-bas en Bermuda, n'est-ce pas? En train de travailler au STF. La situation est telle, c'est une moquerie, c'est quelque chose d'inexplicable, n'est-ce pas? Ce qui me rend le plus triste, du point de vue géopolitique, c'est que l'Europe, au nom du politiquement correct, ignore ce qui se passe au Brésil. Ils font semblant de rien. C'est Macron qui se promène main dans la main avec Lula. Oui, oui. Cela veut dire que tu oublies ce que ce type a fait l'été dernier. Et les médias globalistes parlent bien de Lula. Regarde, c'est absurde. Mais l'Europe a aussi ce style Trudeau affecté. Tu sais pourquoi? Parce que là, la gauche européenne, qui est une gauche utopique, elle n'a pas la notion que la gauche latino-américaine est une narco-gauche, fondée sur des guérillas et des trafiquants. Oui. Elle n'a pas cette notion. C'est le plus grave. Alors l'Europe, certains se sont réveillés, mais l'Europe aujourd'hui, elle est comme ça. Elle est. Tu sais, la gauche, tout le monde est dans le même bateau. Non. Avec une gauche suédoise, tu peux même t'asseoir pour discuter. Avec la narco-gauche, tu ne t'assieds pas pour discuter. Ils ne comprennent pas ça.
Bientôt, juste pour plaisanter, bientôt la gauche suédoise va être un islamiste radical, peut-être. Mais enfin. Mais ainsi, en termes comparatifs, l'Europe a la manie, tu sais quoi? Quel a été le dernier, le seul politicien qui m'a défendu en Europe quand le Portugal m'a expulsé? Non. Une députée communiste. Elle est allée au Parlement européen pour demander au Portugal pourquoi ils ont fait cela avec moi. C'était la peur. Alors, ce que je peux croire de cette femme, c'est qu'elle est cette dame, c'est qu'elle, bien que j'ai des divergences, c'est du point de vue idéologique avec elle, avec ce qu'elle croit, mais elle ne s'inscrirait pas dans un concept de gauche latino-américaine. Quelques lueurs de réalité et de justice se trouvent dans la tête de cette femme. Comment puis-je ne pas? Puis-je voir cela? Je vois ça, n'est-ce pas? Dire que je suis d'accord avec elle, avec ce qu'elle pratique, ce qu'elle, tu sais? Non. Définitivement non. Elle là-bas, moi ici et tout, mais j'ai du respect parce que c'était la seule personne. Personne ne donne de droit. Et regarde, j'ai eu un programme de télévision au Portugal qui a conduit à mon expulsion du Portugal. C'était sur un plateau de télévision portugais à côté de Ventura, quand Ventura était commentateur de télévision, n'est-ce pas? Donc, c'était à cause de ce programme, de ces questions posées sur ce plateau, que j'ai été expulsé du Portugal parce qu'ils avaient peur. Que je puisse savoir quelque chose par rapport à l'affaire Lava Jato qui arrivait au Portugal. Et je savais même, mais je m'en fous. Oui, ils ont un réseau international, oui, c'est ça. Et je voulais te demander, avec tout ce que tu sais, n'est-ce pas, aujourd'hui, en 2025, n'est-ce pas, les scandales qui ont éclaté, les retournements politiques, les leçons, n'est-ce pas, sur la corruption systémique, les cadeaux qui reviennent, si, avec le savoir d'aujourd'hui, de 2025, si tu pouvais revenir dans le temps, en 2008, qu'est-ce que tu ferais différemment ou qu'est-ce que tu ne ferais pas? Bon. Eh bien, pour moi, c'est une question très compliquée. Je suis un designer de machines. Moi, j'ai toujours eu une mentalité, c'est la suivante. Je sais gérer les machines. La machine, quand elle me pose des problèmes, je la débranche. Le lendemain, elle est différente, elle est facile à gérer, il y a le formatage, il y a un moyen, changer les pièces, enfin. Donc, j'ai toujours eu, enfin, un regard très cartésien sur les choses. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Oui. Et je travaille avec des machines de test qui sont conformes, conformité des produits. La conformité des produits n'est pas approximative, c'est ou ça ne l'est pas. La conformité générale, cette conformité bancaire, cette conformité mondialiste, cette conformité du politiquement correct, c'est faites tout bien ou tout mal. Contente-toi de l'enregistrer. Ne faites plus cela, compris? Cette conformité à moitié, comme je l'appelle, n'a rien à voir avec moi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je tombe sur de la corruption au sein de mon entreprise, quand je vois que l'argent des investissements qui entraient dans mon entreprise, c'était de l'argent sale, j'ai dit. Mince, je ne veux pas, c'est mon choix. Je ne veux pas participer à ça. Je n'avais pas d'autre option et si cela arrivait à nouveau aujourd'hui, la seule chose que je ferais, je la ferais différemment. Je ne ferais pas confiance à la justice. Envoyer un email à Sergio Moro pour raconter ce qui se passe, je ne le ferai pas parce que je ne sais plus qui est qui aujourd'hui. À l'époque, il y avait un Sergio Moro avec toutes ses erreurs. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore un Sergio Moro. Cela s'est beaucoup détérioré. Oui. À l'époque, j'avais un procureur à Curitiba, Alexandre Melsnard, qui était extrêmement honnête avec moi car il ne m'a rien promis. Il a juste reçu et dit « Je ne sais pas où cela va mener. » Très honnête. Mais je vais enregistrer ici ce que tu me racontes et je vais aller de l'avant.
Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aura un Alexandre Nard, un jeune homme prêt à écouter et à donner le coup d'envoi. Aujourd'hui, nous n'avons certainement pas un Gerson Machado qui est un véritable héros, qui dans la série Netflix, le mécanisme est Rufo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis sûr que peut-être, non, je ne suis pas sûr, il n'y aura pas un Gerson Machado, parce qu'avec l'expérience de Gerson Machado, qui a été retraité pour invalidité. La connexion a encore coupé ici, là. Il n'y aura pas de Gerson Machado aujourd'hui parce que ses collègues ne voudront pas être retraités pour invalidité. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je ferai différemment parce que je sais. Comment est l'État brésilien? Ce n'est pas sûr aujourd'hui. Ce qui était moyen est aujourd'hui très mauvais. N'est-ce pas? Alors, quel est l'autre problème du Brésil auquel personne n'a prêté attention? 70%, 80% de la fonction publique brésilienne est idéologisée. Et cela, tu ne peux plus le changer. Une réforme administrative aujourd'hui pour licencier le nombre qui aujourd'hui pourrait facilement remplacer 50% de l'État brésilien par l'IA. Qui va faire ça? Il n'y a pas Bolsonaro, il n'y a personne qui ait le courage de faire ça, de s'en mêler. Ça n'existe pas. Dans la taille de l'État brésilien, ce qui a été pensé, les républicains, les gars qui ont monté la République du Brésil, qui ont volé cette république à la monarchie, cet État pour faire une république, ils n'ont jamais voulu de fédéralisme complet. Alors, il y a cette absurdité de pacte fédératif qui n'a rien à voir avec le fédéralisme. C'est-à-dire que les États n'ont aucune autonomie. L'État, les municipalités, tout le monde doit être soumis, n'est-ce pas? Il y a des mairies dans l'intérieur du Brésil qui n'ont pas de budget pour se maintenir. Ici, au Canada, ces municipalités ont un maire quasiment décoratif et un conseil d'administration. D'un conseil municipal formé par la communauté pour gérer avec une supervision. Et si la municipalité va mal, elle est absorbée par la municipalité voisine. Le Brésil a des municipalités qui ne se maintiennent pas, mais qui servent politiquement à un enclos électoral, n'est-ce pas? Donc le Brésil a de sérieux problèmes politiques et juridiques. Aujourd'hui, la fonction publique aujourd'hui fait partie de cette machine qui ne permettra pas de changement profond et Bolsonaro en est également victime, n'est-ce pas? Donc c'est une situation très triste. Ah, mais tu prêches. On sait, cela a été annoncé autrefois par Olavo de Carvalho, cela a été annoncé par plusieurs autres, que cela allait arriver. Ça allait arriver, c'était tout à fait prévisible. J'ai dit beaucoup de choses, on peut revoir mes publications passées, et à chaque publication que je faisais, cela allait empirer. Ça allait, ce n'était pas du catastrophisme. Il suffisait de connaître un peu l'architecture de cet État, et je l'ai connu de la pire manière, d'accord? Alors aujourd'hui, il faut descendre un peu. Pour commencer quelque chose de changement, et ce changement ne viendra que d'une réforme administrative. Et cette réforme administrative et juridique, n'est-ce pas, le judiciaire, la réforme du judiciaire, ne se produira qu'avec un changement radical de la politique. De ces cadres qui sont là, 99%, ce cadre est contaminé. Contaminado. Tu ne sauves que très peu de personnes. Aujourd'hui, j'ai vu une dénonciation qui circule là, qui m'a beaucoup contrarié. J'espère que ce n'est pas vrai. J'espère que ce n'est qu'un coup monté contre lui, contre Adril, n'est-ce pas? Alors, ainsi, l'État qui contamine le politique. C'est devenu culturel, n'est-ce pas? Donc, ainsi, je souhaite de tout cœur que ce que j'ai vu de la dénonciation contre Adril, que ce soit un mensonge. Parce que si ce n'est pas un mensonge, c'est exactement ce que je viens de dire. Le niveau de contamination est exponentiel, il avale tout, n'est-ce pas? Il avale tout.
C'est très triste, très triste. Tu penses que la bataille est plus culturelle que bureaucratique? C'est lié, n'est-ce pas, mais une bataille spirituelle. Qu'est-ce qui t'a aussi guidé dans ta lutte? Tu es juive, n'est-ce pas? Moi non, je ne croyais pas à la thèse de guerre spirituelle, je ne croyais pas, mais je commence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une guerre idéologique. Les gens pensent que c'est une guerre idéologique. Ce n'est pas le cas. Ça l'a été. Nous sommes ici à nous disputer, à échanger des tweets là-bas, à insulter les partisans du PT. C'est fini. Maintenant, pour les gars qui dirigent cette mafia, qui ont sapé le pouvoir, ils rient. Laissez-les se disputer entre droite et gauche, se disputer pour un pseudo oui. Fracture dans la société qui n'existe pas, n'est-ce pas? Tu peux être sûr, j'ai fait l'expérience au Portugal. J'étais chez moi dans le bâtiment à côté qui est très proche. Il y avait une famille de Brésiliens avec une famille d'Argentins. Ils se sont réunis dans une zone commune du petit immeuble pour faire un barbecue. Ils sont restés à discuter tard dans la nuit. J'ai écouté. Et les Brésiliens, en parlant là-bas, à cette petite fête, il y avait des partisans de Lula et des partisans de Bolsonaro. Personne ne s'est agressé, mais ils ont exprimé de manière emphatique leur position, etc. Cette tempête parfaite qu'est le militantisme, dire qu'il y a une division, non, ils continuent de discuter, d'accord? Il y a des gens plus affectés qui disent « Ah, je ne me dispute pas, je ne te parle plus parce que tu es pour Lula, je ne te parle plus parce que tu es pour Bolsonaro. » C'est une minorité, d'accord? La société, cette division de la société, elle n'existe pas du point de vue qu'ils prêchent, mais c'est commode pour ces gars de le dire. Oui, les médias sont ceux qui inventent une polarisation pour orienter dans une certaine direction. Exactement. Donc, le grave de l'histoire, c'est que pendant que les militants pensent qu'ils se battent pour quelque chose de véritable, pour construire quelque chose de véritable, l'État n'appartient plus à une possibilité d'action politique. Si vous voulez, pensons au scénario suivant. Ramenez Bolsonaro à la politique aujourd'hui. Il ne réussira à rien faire, car l'État a déjà perdu, le présidentialisme a déjà perdu son pouvoir, le présidentialisme au Brésil n'a plus aucune valeur, le Premier ministre aujourd'hui est exsanguant. Mais en obtenant, par exemple, la majorité au Sénat et à la Chambre, et en renouvelant également cette direction. Mais quelle majorité? On pensait déjà qu'il y avait une majorité dans la politique, oui, parlementaire. Quand arrive l'heure des votes, on voit bien qu'on ne l'a plus. La connexion a été coupée ici encore une fois. Personne n'est sorti pour défendre le gars, très peu, rare. Ouais. Peu sont sortis défendre Daniel Silveira, très peu, vraiment très peu. C'est vrai. Oui, tu es revenu? Oui, c'est revenu. Il y a eu une coupure. Ah, oui, il suffit de regarder en arrière et de regarder Daniel Silveira. Il a été le premier à être sacrifié et personne n'est sorti pour défendre le gars. Oui. Là, en arrière, on aurait déjà dû allumer l'alerte. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas là. On pense qu'on a une majorité en politique, mais quelle majorité est-ce? Et maintenant, encore une fois, nous allons nous battre pour la majorité au Sénat. Quelle majorité pour l'amour de Dieu? Le niveau d'infiltration est très élevé. Quand vous allez renouveler la maison, vous y allez, 30% sont des escrocs avérés. Puis apparaît quelqu'un comme ce Louise-là, de Floride, qui a fait un coup, c'est Louisinho l'escroc, puis apparaît là un Janonès. N'est-ce pas? Ce genre de personne. Vous aurez 30% de déchets, 30% de doutes et 30% de moyens. Oui, c'est ça, nous en sommes là. Quand nous parviendrons à atteindre 3/4, n'est-ce pas, de politique authentique, véritable, peut-être aurons-nous de l'espace pour un changement, n'est-ce pas? Et la Constitution de 88, oui, elle n'était pas aussi mauvaise qu'on le pensait, mais ils ont réussi à détruire le peu de bien qu'elle avait, qui était la supposée autonomie des pouvoirs. Les pouvoirs n'ont plus d'autonomie, n'est-ce pas? Et ainsi,
je ne vois pas de possibilité, n'est-ce pas? Il y a quelques petites victoires que les gens célèbrent comme si cela allait changer. Cela ne changera pas. Cela arrivera à la Cour suprême. Les gars vont détruire, n'est-ce pas? Il suffit qu'un gauchiste judiciarise et il y a déjà des gars prêts pour cela, n'est-ce pas? Il y a le. Quel est le nom de ce garçon avec la voix aiguë là-bas? Le A, j'ai oublié son nom. Mais enfin, il y a des gars qui sont prêts à judiciariser n'importe quoi. Et la politique est devenue cela, n'est-ce pas? Alors ils disent, le Canada est-il une justocratie? Oui, c'est vrai. Aux États-Unis aussi, oui, aux États-Unis aussi. Oui, mais il y a des limites, il y a une limite. Oui, il y en a. Le Brésil est une judiciocratie sans limite. Et là, la chose devient dangereuse, n'est-ce pas? Donc, je n'ai jamais été pessimiste. Et là, en parlant d'un point de vue religieux, moi, eh bien, premièrement, je suis en vie, n'est-ce pas? J'ai piqué le lion avec un bâton court et je suis vivant. J'ai traversé quelques épreuves ici dehors et je suis en vie. Moi. Tu as même échappé au KGB. Tu as échappé au KGB? J'ai subi 2 expulsions très traumatisantes et je suis en vie. J'ai recommencé l'entreprise 4 fois et je suis là. J'ai récupéré mes clients à nouveau. J'ai de grandes possibilités, n'est-ce pas? Alors, je ne peux pas être un дзar. Ah, je suis pessimiste. Je suis extrêmement réaliste, n'est-ce pas? Oui, mais ce que j'ai connu. Du niveau de détérioration de l'État brésilien. Ce n'est pas pour maintenant. Et en plus, disons qu'ils rentrent dans un accord. Le pouvoir à Bolsonaro, ou au moins la possibilité pour lui de se présenter à quelque chose, moralement, il sera affaibli et ils le feront exprès, d'accord? Il sera peut-être un gars qui sera amnistié pour mettre son pyjama et rester à la maison. D'autant plus que sa santé n'est plus la même. Les gars ont essayé de le tuer, n'est-ce pas? Le gars porte ça, lui, Le gars porte le traumatisme, c'est pourquoi il s'est aussi peu adouci. Il porte ce traumatisme. Ce n'est pas peu, n'est-ce pas? 11 chirurgies, n'est-ce pas? 11 opérations chirurgicales. Oui. Il a déjà un certain âge, n'est-ce pas? Alors, je ne le blâmerai pas. Je ne le blâmerai pas. Si le peuple l'a mal compris, tout le monde dit des bêtises. Lula dit des bêtises bien plus graves, mais au moins, Bolsonaro n'est pas là à flatter les terroristes, n'est-ce pas? Oui, mais si le peuple l'a mal compris, le peuple devra un jour réfléchir. Le peuple devra faire cette réflexion. Tout comme aujourd'hui, le peuple est en train de réfléchir. Oui, concernant Maria Corina Machado, oui. Je pense même que je t'ai envoyé une vidéo aujourd'hui. Elle pointait le doigt sur Hugo Chavez avant même que Maduro existe, avant que cela existe avec le politicien. Ouais. Alors, le peuple vénézuélien est aujourd'hui capable de réfléchir comme les mondialistes qui savent que la Suède et le prix Nobel de la paix, là-bas, c'est un bastion. La Suède est devenue un bastion mondialiste, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Alors, si la Suède, si la Scandinavie, là-bas, la Norvège, ces pays ont conclu qu'elles méritaient un prix Nobel de la paix contre Maduro. Et vous voyez, quand ces gars s'auto-expulsent, n'est-ce pas? C'est parce que vraiment la situation est très mauvaise. Alors, le moment viendra où la justice sera rendue, peut-être un peu tard dans ce plan pour Bolsonaro, mais la justice pour lui existera. À un moment donné, ils vont devoir changer cela, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, on n'a plus qu'une seule carte à jouer. Et cette balle d'argent, c'est Eduardo Bolsonaro, n'est-ce pas? Ne me demandez pas d'avoir mes opinions sur Paulo Figueiredo, car je n'aurai pas de bonnes opinions, d'accord? Mais je ne sais même pas pourquoi ils sont ensemble, mais d'accord. Eduardo Bolsonaro, aujourd'hui, je dois dire que c'était un gars que je n'appréciais pas du tout, mais je vais dire que ce qu'il a fait, c'était exactement ce qu'il fallait faire, car il n'y avait plus rien à faire au Brésil. Il n'y avait plus rien, et Bolsonaro n'aurait pas dû revenir au Brésil.
Alors notre balle d'argent aujourd'hui est avec Eduardo et avec Trump. D'accord? Oui. Notre balle d'argent pour le Brésil est là, tu vois? Et le Brésil. Et donc, cette histoire de qualification comme un narco-État, comme un État qui a du terrorisme, qui abrite le terrorisme et la résurrection de l'affaire Lava Jato aux États-Unis, à cause de ce que les démocrates ont fait, n'est-ce pas, pourrait être une possibilité, car de nombreux investisseurs américains ont été lésés lors du premier détournement de fonds de Petrobras. Et les entreprises publiques brésiliennes qui ont des actions à la bourse de New York et certaines entreprises brésiliennes qui ont des actions à la bourse de New York sont pénalisées à cause de cette administration de gauche, de Lula et de cette bande. Ouais. Commencer à nuire aux investisseurs américains, ils vont tout reprendre de nouveau, n'est-ce pas? Donc, la balle d'argent, la seule chance est en Amérique du Nord, d'accord? Et j'espère qu'ils prendront des mesures rapidement, sinon. Pas question. D'accord. Tu vois qu'ils ont rouvert certaines enquêtes contre Odebrecht, n'est-ce pas? Alors, vraiment, Trump n'est pas tendre, non, c'est vrai. Je crois aussi qu'il y aura une réponse très forte. Oui, c'est le seul espoir pour le Brésil aujourd'hui, c'est parce que si les États-Unis perdent leur domination sur la géopolitique, l'Argentine est déjà en danger à nouveau, n'est-ce pas? Parce que les péronistes savent qu'ils dominent 75% de l'électorat grâce à l'argent de cette élite. Oui, oui. De Buenos Aires. De la spéculation aussi qui a attaqué les marchés. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Oui, si. Si Trump perd le contrôle sur l'Argentine, le Paraguay et le Brésil, oubliez, la Chine va arriver en force, hein? Et là, il n'y aura pas d'échappatoire. Maintenant, la Chine ne sera pas idiote non plus. En voulant un pays appauvri. Si la Chine n'aimait pas les pays appauvris, c'est justement pour cela que, sur le plan géopolitique, la Chine elle-même pourrait avoir intérêt à changer la trajectoire du Brésil. Parce que Bolsonaro n'a pas nui à la Chine. Il a été politique même avec la Russie, n'est-ce pas? Oui. Et le pays a besoin de relations commerciales, peu importe avec qui. L'important est de délimiter ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Donc peut-être que la Chine a aussi intérêt à opérer un changement. Parce que la Chine n'a pas intérêt à avoir un Brésil pauvre qui n'a même pas d'argent pour acheter des choses sur Shopee, n'est-ce pas? Et donc, je pense aujourd'hui que peut-être il y aura un consensus à l'avenir entre la Russie et la Chine elle-même pour vouloir un changement au Brésil. D'accord? Quelque chose va se passer. Et je pense que les Américains ne vont pas laisser faire, n'est-ce pas? Le propre mouvement de Barroso est intéressant. Barroso pourrait aussi être un agent, oui, coopté. Il demande à sortir, viens ici, parlons. Et tu seras l'agent pour changer ce bazar que tu as causé. N'est-ce pas? Je crois cela parce qu'il a un lien émotionnel très fort avec les États-Unis. Et il ne veut pas nuire à ses enfants tellement que son fils n'a pas quitté la Floride et n'a pas été renvoyé. Et il y a aussi un lien de 22 millions de réels, n'est-ce pas, qui est un beau lien. Aussi. Non, et il y a un autre aspect dont personne ne parle. Regarde, j'ai une amie qui est amie avec sa belle-mère. Et l'information que j'ai eue il y a quelques années, c'est que pendant que sa femme traitait son cancer aux États-Unis, il traitait un cancer de la prostate aux États-Unis. Donc, il a un autre lien avec les États-Unis. Malheureusement, son épouse, Madame Teresa, est décédée. C'est ça. Et donc, sa sortie peut aussi avoir cet ingrédient lié à la question de santé, d'accord? Mais enfin, c'est le cas de ce communiste romantique affecté qui n'a pas pu supporter et a demandé à partir. Mais je ne vois pas Alexandre de Moraes faire une retraite spirituelle, non?
Non cela, mais comme il est roi. Tu dois d'abord d'être un peu de ce côté de la ligne pour faire une retraite spirituelle, parce que je n'ai jamais vu un candidat à l'enfer faire une retraite spirituelle. Ce n'est pas arrivé avec Fayyad. Seulement s'il s'identifie comme un ange. Alors il dit qu'il s'identifie comme un ange. Non, Mais ils ne laisseront pas passer, n'est-ce pas? Ils ne laisseront pas passer. non, à moins qu'il ne donne 48 heures à Dieu pour que Dieu le justifie, quelque chose comme ça, tu vois. Ils plaisantaient récemment en disant qu'ils sont même capables de donner tous ces 24 heures à Bolsonaro pour dire que ce n'est pas lui qui a mis du méthanol dans les boissons parce qu'ils en sont arrivés à un niveau de persécution, n'est-ce pas? Non, et la meilleure de toutes, je l'ai vue aujourd'hui et je n'y ai pas cru. Flavio Dino va enquêter sur le gouvernement Flavio Dino. Il y a eu de la corruption quand il était gouverneur, n'est-ce pas? Et Flavio Dino va enquêter sur Flavio Dino. C'est la nouvelle blague qui circule. J'ai dit que c'était incroyable, n'est-ce pas? Il a appris avec Alexandre, qui est à la fois l'accusateur et le juge, n'est-ce pas? L'hindouiste qui médite. Il a réussi à renverser le gouvernement du Népal. Le Brésilien. N'y a-t-il pas de stimulation? Pour renverser la table, je ne prêche pas l'insurrection ici, je ne prêche rien de tout cela, mais je suis désolé, ça devient confus, on ne sait pas ce qu'est la passivité. Et ce qu'est la complicité. Mon pays me fait peur. Parce que nous les payons à. N'est-ce pas? Ça me fait peur, ça me fait peur. La clé pour arrêter l'État, c'est le Brésilien qui l'a. Arrêtez, rangez ce désordre, sinon ça ne marchera plus, n'est-ce pas? Je disais comme ça, il y a des difficultés. Mais ça va venir de l'extérieur par la Magnitsky, par les tarifs, n'est-ce pas? Espérons-le, mais espérons que cela s'accélère, cela doit se transformer en grands pas, n'est-ce pas? Oui, pour résoudre ça rapidement, parce que nous parlons ici comme si toute la société était quelque chose d'uniforme, d'un niveau. Il y a des gens qui n'ont rien à manger quand la crise s'aggrave. Nous ne pouvons pas voir l'ensemble, mais je connais la réalité. Il y a des gens qui n'ont même pas de porte à leur maison. Alors, nous devons. La société brésilienne a besoin de recevoir un choc fort pour repenser. Comme ça. Mais je ne me blâme pas, je ne peux pas blâmer parce que je me considère au moins un peu éclairé, j'ai été victime de cela et je me suis réveillé uniquement parce que j'en ai été victime. Donc je ne peux pas non plus exiger que le peuple qui est là, qui n'a aucun engagement, ni avec l'érudition, ni avec d'autres choses, puisse se réveiller. Je me suis réveillé au forceps. Mais vous n'allez pas exiger que 200 millions d'habitants se réveillent de la même manière, n'est-ce pas? Alors, et autre chose, n'est-ce pas? Ce qui me dérange beaucoup, c'est que le peuple a besoin d'un interlocuteur. Le peuple externalise le désir. Le désir, on ne l'externalise pas. Ah, il parle tellement joliment, il me représente, mais ce n'est pas comme ça. Je me représente et cette masse criant d'une seule voix est ce qui fait un leader. Pas en embarquant dans le canot de l'autre. Et cela doit changer, c'est l'effet des supporters, du football. Cela doit sortir de la tête du peuple, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ce n'est pas insulter la mère de l'arbitre, que l'arbitre cessera d'être un voleur. Au prochain match, il volera à nouveau, hein? Hein? C'est devenu un théâtre et les réseaux sociaux encouragent cela encore plus, n'est-ce pas? Nous arrivons à la fin, nous avons déjà fait une sorte de conclusion, mais c'est bien que vous ayez aidé à dévoiler ces récits sombres qui continuent encore aujourd'hui, n'est-ce pas?
Nous avons parlé même de la juristocratie, des mêmes bandits qui sont aujourd'hui de retour sur la scène, ce qui donne un peu de désespoir, n'est-ce pas? De découragement, n'est-ce pas? Que nous comprenons bien et... Ah, ça fait plus d'1 heure et demie que nous parlons de ces histoires. J'aimerais juste dire une chose qui a beaucoup attiré mon attention dans ton profil et bravo. J'ai vu les interviews que vous avez réalisées avec les gens de Radio-Québec et l'autre jeune homme. Vous défendez le Brésil d'une manière que les Brésiliens ne défendent pas. C'est intéressant. Félicitations. Félicitations. Vous êtes dans la position que je commence maintenant par rapport au Canada, qui est d'apprendre à respecter le pays qui nous a accueillis malgré les problèmes, malgré tout, malgré que nous voyions des choses mauvaises comme je les vois ici. Je dois respecter ce pays. Je dois honorer ce pays, n'est-ce pas? Et je trouve ça fantastique. Vous défendez le Brésil d'une manière que les gens devraient mieux connaître votre travail, n'est-ce pas? C'est ça. Et encore bravo. Oui, oui, le Brésilien doit agir comme ça, tu ne trouves pas? Et donc, mais non, ne pas simplement sortir comme un effet. Il y a beaucoup de gens qui vont sur Internet pour gagner de l'argent avec la situation. Oui, oui. Commenter la politique. Non. Oui. Tu peux même avoir cela comme conséquence. C'est digne, n'est-ce pas? Tu peux même avoir une récompense et c'est digne, mais les gens doivent être motivés par un besoin de changement de ce qui est là. Quiconque a un jeune enfant, quiconque pense à donner un avenir à son enfant ou quelqu'un qui a un jeune chez lui qui est là comme une poule sans tête, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, eh bien l'État, si l'État ne change pas, continuera cette désintégration familiale et la famille est la base de la société. Donc, c'est ce réveil du peuple, y compris par rapport à ce qui est le plus sacré. C'est ta religion, c'est ton tas, tu sais? C'est la religion qui soutient ta famille, n'est-ce pas? Oui, peu importe la croyance, peu importe, je ne vais même pas entrer dans les détails. Ce qui importe, c'est que lorsque l'État tente de toucher à ce qui est sacré, il éloigne de plus en plus le peuple d'une solution et cette solution vient de familles bien conçues, bien éduquées, éduquées à la base, au point d'être si bien éduquées à la base que lorsqu'elles arrivent à l'école devant un professeur gauchiste, elles sauront comment se comporter, n'est-ce pas? Mais cela vient de la base d'une famille solide et là, c'est un ensemble entre l'État, entre la religion, entre les principes de base de la morale elle-même, n'est-ce pas? Alors, nous devons espérer que cette société se réveille. Donc, encore une fois, félicitations. La façon dont vous défendez le Brésil, je me suis souvent surpris à ne pas le faire bien moi-même. De la façon dont vous le faites, c'est fantastique. Ça, le peuple doit le connaître. Sérieusement, sérieusement. Merci beaucoup. Peut-être qu'en France, il n'y a pas de Français qui défend la France comme vous défendez le Brésil. N'est-ce pas? Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est une terre d'opportunités, n'est-ce pas? Je suis venu ici sans visa aussi, sans argent, n'est-ce pas? En 2011, j'ai réussi à grandir, à monter une entreprise avec ma femme. Donc je remercie le Brésil pour cette affection, cet amour. Cela m'a permis en plus de connaître Jésus, n'est-ce pas? Me reconnecter avec Dieu, n'est-ce pas? Une chose dont je m'étais éloigné en France depuis ma naissance, en fait, je n'avais jamais cherché à cause de ce lavage de cerveau qui existe aussi en France, de cet athéisme, n'est-ce pas? Qui est aussi un discours globaliste contre la défense de la famille, n'est-ce pas? Alors, il est aussi important d'aborder ce sujet, mais cela pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo avec grand plaisir. La reconnexion qui mène à Dieu est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante. Elle est le complément de toute la compréhension, de tout le reste. Oui. Parce qu'il y a des moments où tu n'as que lui à qui t'accrocher. Tu n'iras pas. Oui, en fait, c'est toujours le cas. Parce que parfois, on se croit supérieur.
Ouais. Donc, nous devons toujours maintenir cette ligne, cette connexion doit toujours être présente et renouer cette connexion. Et de temps en temps, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Magnifique, de beaux mots pour conclure. Parfait, Herms. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi aussi pour tout ton travail, tout ce que tu as fait, n'est-ce pas? Et tout ce que tu vas encore faire, qui n'est pas encore terminé. Non. Non. Trudeau reste. Fais attention, Trudeau. Je plaisante. Je ne voulais pas te causer de problème, non. Non, non. Je comprends ainsi là. Juste pour conclure, je comprends que le problème, la question de Trudeau, est qu'il est affecté. C'est simplement une personne. Non, ce n'est pas une personne avec une méchanceté délibérée, comme beaucoup le disent. Non, c'est une personne comme ça. En disant cette bêtise, ce n'est pas non plus dans un sens offensant, mais c'est une personne idiote qui a été kidnappée par ces globalistes qui voulaient des cerveaux faibles pour promouvoir ce qu'ils ont fait contre le Canada, qui est cette guerre hybride du fentanyl, de l'immigration désordonnée, en somme. Et beaucoup sont tombés là-dedans. Trudeau a été l'un de ceux qui sont tombés dans cela. Oui, parce qu'il avait évidemment une prédisposition à cela, et en fin de compte, c'est un idiot, le pauvre. Parfait, tout le monde. En terminant ici, aujourd'hui a été épique. Il y a même eu une aventure avec le KGB. Une aventure. Bien mouvementé aujourd'hui, c'était un marathon, n'est-ce pas? Donc, un grand salut à tous, à la prochaine aventure. Merci beaucoup, Hermès. Un câlin. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir, au revoir. Dieu, patrie, famille, liberté, liberté.